Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi, alors raisonnablement, mais c'est foncé. Parce que qui ne tente rien n'a rien, et à un moment donné, il faut réussir à percer. Quand on monte une entreprise, on investit, on peut aller solliciter des prêts bancaires, dans tous les cas, on prend un risque. Et je pense que c'est la richesse de ce risque qui fait l'épanouissement qu'on aura derrière et la richesse de l'entrepreneuriat aussi. Salut tout le monde, bienvenue. Vous allez découvrir un nouvel épisode de Podcast et compagnie. Alors si vous ne connaissez pas Podcast et compagnie, c'est un podcast qui parle d'entrepreneuriat, d'idées qui ont germé dans la tête de personnes qui étaient motivées pour en faire leur métier et devenir leur propre patron. On y parle des succès, des difficultés, des embûches à surmonter, des réussites, de leur organisation. Bref, à chaque fois, des invités passionnants. Aujourd'hui, je reçois dans les locaux de Vitis Immobilier rue Janin à Dijon Sabri Barnou. Il m'a parlé de son parcours riche en expérience, de sa gestion du quotidien, de sa vision de l'entreprise et vous allez voir, vous allez être surpris. Si cet épisode vous plaît et si Podcast et compagnie vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur votre application préférée, ça lui donne de la visibilité et ça m'encourage. Merci d'avance. Je suis Romain Maury, vous écoutez Podcast et compagnie. Mon invité, Sabri Barnou. Bonjour Sabri Barnou. Bonjour Romain. Nous sommes dans les locaux de Vitis Immobilier rue Janin à Dijon. Tu as répondu présent pour ce podcast de Podcast et compagnie qu'on retrouve sur toutes les plateformes, les excellentes plateformes d'écoute de podcast. Et le but, c'est de parler de l'entrepreneuriat et de ton parcours. Et tu verras, il y a d'autres questions. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de ton parcours? Est-ce qui t'a poussé à créer Vitis Immobilier? Parce que je sais que tu as fait plein de choses avant. Moi, le point de démarrage de tout ça, de l'entrepreneuriat, et pour moi, c'était déjà de l'entrepreneuriat, c'était le monde associatif, puisque je suis tombé un petit peu par hasard. Pour faire très simple, moi, j'ai démarré, j'étais tout simplement en CM1 et on remonte très très loin. Il y avait les délégués de classe et on pouvait être aussi conseiller municipal d'enfants à Dijon, le conseil municipal d'enfants. Donc, on élisait un représentant par établissement et on allait faire des projets pour la ville de Dijon, pour nos établissements scolaires. Et moi, tout a démarré là. C'était en 2008 jusqu'en 2010. J'avais un mandat de 2 ans comme les grandes personnalités politiques. Ce que j'allais dire, ça rigolait pas, dis donc. Non, j'étais avec mon cartable et ça m'a donné plein d'idées. C'est-à-dire que je me sentais utile pour ma ville et j'ai eu un déclic que ça pouvait servir à quelque chose et que ces actions-là pouvaient être mises en place sur du long terme. Et j'ai enchaîné ensuite au collège sur la même chose, mais du côté du département de la Côte d'Or, au conseil départemental, pour représenter mon collège. Et à l'issue de ça, on a décidé avec deux autres collègues du conseil municipal de créer une association des anciens, un super dispositif d'ailleurs qui est trop peu connu en France, qui s'appelle la Junior Association et qui permet en fait l'alternative à une asso loi 1901 qu'on connaît de manière traditionnelle. Les assos culturels et sportifs sont sous ce régime-là. Et la Junior Association, elle permet à des jeunes dès 12 ans de pouvoir monter leur projet, s'éclater comme les grands, ouvrir un compte bancaire. Mais en termes de financement, comment ça se passe du coup? L'idée c'était de s'autofinancer, pas forcément d'aller chercher des subventions publiques, mais soit d'aller chercher du partenariat. Ouais. Donc l'entrepreneuriat a démarré aussi par là, d'aller chercher, d'aller toquer. À 12 ans. Voilà, avec mon vélo. J'étais avec mon vélo et j'ai croisé il y a peu de temps d'ailleurs l'un de mes premiers partenaires que je salue d'ailleurs, Arthur de Ballon d'AVS Communication, qui a fait toute l'enseigne. C'est lui qui a fait ce magnifique logo Vitis Immobilier. Exactement, sur le mur. Il me dit s'il veut participer au podcast, avec plaisir, Arthur. Un grand entrepreneur également. Et je l'ai recroisé il y a peu de temps dans ce cadre-là et il me dit mais Sabri, je me souviens de toi, t'es arrivé à 12 ans avec ton vélo et tu voulais me prendre de l'argent grosso modo. Il me dit à l'époque je t'ai aidé, je lui dis à mon tour d'y aller, oui, parce que c'était l'objectif. Moi j'arrivais avec mon culot, très clairement, j'avais rien à perdre et l'objectif forcément c'était de trouver du sponsoring, trouver des partenariats pour financer nos projets. On a organisé pas mal de petites manifestations, des lotos, des vides-greniers, une tombola, etc. pour trouver des fonds. Et on a organisé 2 principaux projets. On a organisé la première année un concours photo sur le thème Dijon vue par. Donc l'idée c'était que chacun nous envoie une photo. Ça a été repris ensuite. Ça existe encore, mais et moi je l'ai mis en place en 2013. Il y a 10 ans, ça existe encore. Il y a un petit moment. Ça a été repris de plein de manières différentes. Et puis l'arrivée des réseaux sociaux qui n'étaient pas à ce point-là à l'époque, puisqu'à l'époque on imprimait encore les photos et on faisait des vernissages. Mais attends, mais à l'époque c'était il y a quoi? Il y a 10 ans? Il y a 10 ans, ouais. Moi, j'ai démarré mon engagement en 2008 et on a créé l'asso en 2011. Ça s'appelait l'Association des jeunes Dijonnais, l'AGED. Ok. Voilà. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, parce qu'on va venir à l'immobilier, mais aujourd'hui Vitis Immobilier, c'est la dénomination commerciale, mais la raison sociale est AGED Immo, pour faire un petit rappel tout simplement de mon parcours associatif et, c'est insensible, et d'où je viens. Exactement. Donc voilà, parcours associatif, junior association, j'ai été administrateur au réseau national, donc voilà, je me suis beaucoup engagé, je montais comme un grand à Paris. Et l'idée c'était vraiment d'organiser des projets par et pour les jeunes à Dijon qui avaient entre 12 et 18 ans. Donc on
organisait des événements festifs, on organisait ce qu'on appelait les teens parties, des soirées pour les 13-17 ans sans alcool l'après-midi à la salle de Vosges à Dijon. Comme les grands qui allaient en boîte de nuit. Moi, ça m'éclatait. J'étais à l'école et quand je sortais de l'école, plutôt qu'aller jouer sur un terrain de foot, on s'éclatait à monter des projets, à trouver derrière les financements pour partir en voyage, pour organiser des sorties. Et ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier à la fois à la valeur de l'argent et à cette valeur d'entreprendre, parce qu'entreprendre, on n'entreprend pas du jour au lendemain. On réussit pas comme ça de suite. Et c'est vraiment la richesse du parcours associatif, moi, sur le départ, qui m'a passionné. Et à la suite de ça, dans le prolongement donc de l'association des jeunes Dijonnais, on a monté en 2015 précisément, une web radio associative. Ah oui. Puisque c'est de là qu'on a eu l'occasion de se rencontrer, Romain. On rigolait bien. Ça s'appelait Sun Hit Radio, et l'idée c'était assez simple, c'était de rendre accessible la radio à un peu tout le monde. On sait que c'est un milieu qui est très fermé, et l'idée avec le manque d'assaut de radio associative à Dijon qui ouvrait leurs portes, c'était de permettre à des jeunes étudiants ou des jeunes tout court de pouvoir s'initier du coup au métier radiophonique comme les grandes radios des ondes FM. Et donc ça s'est développé jusqu'en 2018. Donc l'idée était vraiment de rendre accessible à tout le monde avec un programme d'émission, un programme de podcast également déjà à l'époque. Et cette idée-là, elle s'est développée et moi, elle m'a créé une vocation chez moi, puisqu'à l'origine, moi j'étais président de l'asso, donc je portais ce projet-là par des personnes qui étaient passionnées de radio, donc je le faisais vraiment comme d'habitude. Avec le cœur, quoi. Avec le cœur. Et au final, ça a été l'inverse, c'est-à-dire que je me suis vraiment pris au jeu, je me suis trouvé une passion pour la radio. C'est pas mal, hein, t'as vu comme métier? C'est plutôt pas mal. On écoute que de la musique toute la journée. Tu vois, c'est plutôt pas mal. Il est 13h. On est déjà à Vitis Immobilier l'après-midi. On bosse pas. Non, pas du tout. Non, mais moi, c'est un métier que j'ai adoré, puisque ça a été mon premier métier du coup. Moi, j'ai passé un baccalauréat ES. J'ai jamais été fan des études. Un baccalauréat quoi? ES. ES, ah, ok. Oui, alors. Parce que ça a changé déjà 10 fois depuis. Maintenant, je peux dire aussi. Je connais, économique et social, j'ai fait des études là-dedans. Je suis presque un vieux maintenant aussi, parce qu'à l'époque, il y avait encore des bacs différents. Parce que t'as quel âge là? J'ai 24 ans. Le début de l'entrepreneuriat, parce que là, mais ce qui est hallucinant, et on va y revenir après, mais c'est que t'as 24 ans, mais t'as déjà fait plein de trucs avant. Ce qui impressionne beaucoup, t'as déjà touché à beaucoup de choses. Alors je fais partie aussi de cette génération qui peut être bouché et garagiste le lendemain matin, très clairement. Pourquoi? Parce que j'ai horreur de m'ennuyer. Je vais toujours faire des choses différentes et apporter une plus-value. Et faire quelque chose pour faire, moi c'est pas du tout la vocation et l'envie que j'ai. Donc j'ai eu l'occasion de toucher à pas mal de choses, de savoir ce que je voulais et pas voulais, ce que je voulais ou pas. Et je pense que ça c'est le plus important. Et surtout je me suis donné les moyens d'aller chercher ça, d'essayer de découvrir par le biais du monde associatif, parce qu'il faut bien le dire, le monde associatif c'est purement du bénévolat et on n'y gagne rien du tout. Par contre on gagne beaucoup de choses en dehors du financier, c'est des contacts, c'est de la relation humaine, c'est apprendre à comment faire, comment monter un dossier financier, comment monter un dossier technique, comment organiser un événement, comment aller chercher un partenaire. C'est une école de la vie, le milieu associatif, qui est juste génial. Et moi je peux qu'encourager aujourd'hui les jeunes et les moins jeunes à donner de leur temps, et souvent on parle d'associatif, on pense au Resto du Cœur, etc. Mais il n'y a pas que ça, c'est pas forcément pour aller aider les plus démunis. Il y a tellement de le joueur de foot ou du rugby le week-end dans son club va pouvoir aider tout simplement quelques heures à tenir une buvette ou à faire des saucisses, exactement, ou à arbitrer un match. Donc l'intérêt il est celui-là, et moi c'est vraiment l'avantage que j'ai eu, c'est de rentrer tôt et dans un process qui n'est pas lié au financier. C'est-à-dire qu'on pense pas argent, on pense vraiment développement et partage. Et je pense que c'est vraiment la richesse moi que j'ai pu trouver dans le bénévolat, et qui me permet aujourd'hui de voir les choses différemment dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'en fait il y a toute une partie que tu as vue avant en tant que bénévole qui t'ont servi après. Exactement. Donc ça t'a préparé un peu le terrain, ça a été plus facile. En fait l'avantage avec le milieu associatif, c'est que tu dois tout faire avec rien. Ce qui s'appelle un challenge pour certains. C'est énorme. Mais c'est ça. Et donc moi l'idée c'était de faire ça aussi avec l'entreprise. C'est pas partir sur des moyens grandioses où on fait des levées de fonds, etc. derrière. Non, c'est de partir sur le principe, voilà, t'as rien, qu'est-ce que tu peux construire? Comment tu peux faire les meilleurs choix pour rendre stable, parce que l'entrepreneuriat c'est ça, les premières années, c'est de rendre pérenne l'entreprise, et c'est des choix stratégiques. Et ces choix-là, à la fois dans le choix des prestataires et dans le choix de ce qu'on va faire au quotidien, eh bien moi l'associatif ça m'a énormément apporté. Donc cet associatif je l'ai malheureusement mis de côté quand j'ai démarré le monde professionnel.
À la suite de mon baccalauréat ES, j'avais démarré en alternance dans une agence événementielle un BTS négociation relations clients. J'ai toujours aimé le contact humain, parler, vendre, donc ça m'allait très bien. Non, ça s'entend pas depuis 10 minutes, t'inquiète pas. Absolument pas. Et l'idée était assez simple, je voulais un bagage. Un bac +2 et du coup j'étais parti là-dessus et puis j'avais quand même candidaté dans des radios locales à Dijon, associatives et des radios B. L'objectif il était assez simple, c'était d'essayer de trouver une place à court moyen terme à défaut d'aller en école de radio et au bout d'une semaine j'ai reçu un petit coup de fil de quelqu'un, il me semble que t'as eu en podcast il y a peu de temps. C'est possible. Voilà la radio Cassis FM, le patron de Cassis FM qui me passe un petit coup de fil et qui me dit voilà mon animateur part, il y a un poste à pourvoir avec une formation à la clé et un CDI. Alors moi du haut de mes 18 ans, bingo, voilà plein d'étoiles dans les yeux et c'était une belle expérience donc j'ai saisi j'ai au bout d'une semaine largué l'école pour repartir sur le terrain, c'est vraiment là où je me plaisais le plus. Ah ouais. Et du coup j'ai démarré en tant qu'animateur radio à Dijon sur Cassis FM de 17h à 20h et ça a duré une belle année et j'ai voulu grandir ensuite, j'ai voulu partir dans une autre radio, grandir un peu trop vite ou en tout cas pas comme l'idée que j'avais en tête. Puisque je suis arrivé dans un trop grand groupe malheureusement, et où j'avais peu de plus-value à apporter, puisque que je sois là ou pas là, grosso modo, on avait la même chose. Ah, dans les grands groupes, ouais, voilà, c'est un petit peu le problème. Ça t'apprend l'humilité, quoi. Exactement, mais je manquais énormément de liberté, j'apprenais beaucoup moins, et surtout je faisais beaucoup moins de choses. L'avantage dans une entreprise locale, dans une radio de proximité, c'est qu'on touche à tout, qu'on a un contact permanent avec tout le monde, et qu'on apprend réellement. Et ça, c'est vraiment la différence que j'ai eue entre les deux médias. C'est ce qui m'a un petit peu aussi dégoûté du monde de la radio, c'est d'arriver dans une grosse enseigne, à l'image d'aujourd'hui, ce que je mets en place aussi, puisque je continue cette politique-là, où je suis arrivé dans une grosse enseigne et oui, clairement, j'étais perdu au milieu d'un parc avec des centaines de personnes. Enfin, plus rien, je m'entends. Mais c'est vrai que tu es noyé au milieu de tous les autres poissons et du coup, quand je parlais tout à l'heure que je pouvais être boucher garagiste le lendemain, c'est pas par manque de compétences ou quoi que ce soit, c'est par intérêt. Et là, c'était clairement ça. J'étais animateur radio, mais au final, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est pareil. Ou quelqu'un d'autre, ça n'allait rien changer parce que le job allait être le même et le contenu était le même. Voilà. Après, ce qui peut faire la différence, là je parle d'expérience, ce qui peut faire la différence, c'est la personnalité que tu vas amener et c'est les choses que tu vas présenter et comment tu vas les tourner avec tes speaks pour les auditeurs. Le problème, c'est que c'est la seule différence. Forcément, on est bridé, on a très peu de liberté, ou en tout cas très peu de temps de parole pour aller au-delà. Donc voilà, j'ai rapidement fait le tour, je suis resté 4-5 mois et je suis revenu sur Dijon parce que j'étais parti de Dijon et j'ai eu l'occasion du coup de rebondir dans un autre domaine, et bien que je ne m'étais pas arrêté puisque j'ai une autre activité. On revient légèrement en arrière. C'est incroyable. Puisque moi j'ai été joueur de basket. Alors à mon humble niveau. Non mais déjà. J'ai quand même fait une section sportive. Ce qui est pas mal. Dijon, ouais. Non, j'ai été joueur de basket et ensuite je suis tout de suite parti dans l'arbitrage parce que j'adorais ça. Et voilà, prendre des décisions, voilà, sur le se faire siffler quand la décision. Ah là là. Et ça fait partie du jeu. C'est du management comme dans l'entreprise. c'est de la gestion de l'humain. Voilà, c'est exactement ça. Et moi, ça a été formateur aussi dans la gestion d'entreprise aujourd'hui. Et au final, quand je mets bout à bout, et je crois quand je le dis là maintenant et que je remets bout à bout, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est lié, même dans ma façon de gérer mes équipes. Je vais pas les gérer comme des joueurs de basket, mais presque. Non, mais, il y a du coaching. Non, mais c'est important. Une équipe, c'est comme dans le sport. Voilà, on a besoin de son bon meneur, son intérieur, son ailier. C'est tous ensemble qu'on va réussir à faire de belles choses. Quand tu fais ton recrutement, tu regardes un peu les personnalités au-delà du CV, tu regardes un peu la personnalité lors de l'entretien et tu dis cette personne, je la vois ou je la vois pas, mais plus à tel poste entre guillemets plutôt qu'à un autre. Oui, et nous on a une équipe avec beaucoup de sportifs et c'est pas pour rien parce que comme par hasard. J'adore cet état d'esprit sportif. Et donc de l'arbitrage, j'ai basculé en 2015 à Dijon puisque j'ai commencé en 2015 à la JDA en speaker. J'animais les matchs de basket. On t'y a vu. Donc j'étais aux côtés de Stéphane Bescon qui était le speaker historique de la JDA. C'est lui qui m'a formé. 5 majeurs. Exactement. Qui a encore grandi il y a peu de temps. Et du coup, je
je me suis vraiment pris de passion. À la fois, l'avantage, c'est que je combinais mon métier ou presque celui de ma voix et celui du basket, donc de ma passion. Donc c'était vraiment un combo parfait. Et du coup, quand je suis revenu de ce deuxième poste radio, je continuais toujours à évoluer dans les différents clubs et j'ai voulu vraiment prendre une impulsion de ce côté-là en signant mon premier contrat professionnel en tant que speaker. Je l'ai signé à Nanterre. Et je suis passé par Nantes, je suis passé par Pau, je suis toujours à Strasbourg, je suis à Châlons, en fait, je suis plus à Dijon. En fait, tu es le speaker officiel, c'est-à-dire que c'est toi qui ambiance le public avant le match, pendant le match, et qui fait en sorte qu'il y ait des gens qui applaudissent, quoi. C'est ça, il y a le commentateur à la télé et moi je suis dans la salle, je suis là pour faire vivre l'événement dans la salle et donc je suis speaker basket. Mais c'est énormément d'énergie. Première division, il en faut énormément. Bah ouais, mais j'en ai plein en fin de semaine, voilà, c'est génial. C'est souvent le week-end, c'est le week-end, samedi soir. T'es bien éclaté de ta semaine. Je vais aller ambiancer 5000 personnes. On va y retourner. Moi, je trouve ça génial puisque je travaille avec ma voix et je vis de ma passion. Donc c'est quelque chose que je trouve juste génial. En plus de ça, voilà, moi Strasbourg, c'est une ville que j'adore par exemple. Sur des périodes comme le marché de Noël, c'est plutôt sympa. Voilà. Ouais, c'est clair. On bouge d'endroit en même temps. Pour moi, c'est limite, c'est des vacances, hein, très clairement. Hein, parce que quand tu pars, du coup, tu pars en fin de semaine et tu restes combien de jours Je reste le week-end. Je pars le jour J et je reviens le lendemain, donc ça fait un jour et demi grosso modo un jour et demi sur place. Mais pour moi, oui, c'est juste génial. J'adore cette partie-là et aujourd'hui, je pourrais pas la mettre de côté, bien que je l'ai énormément limité puisque l'activité de Vitis me prend énormément de temps et c'est mon métier à l'immobilier. Cette partie-là, alors autant certains vont avoir un entraînement de badminton le vendredi soir, moi je vais aller animer un match de basket. Donc non, c'est vraiment quelque chose pour moi aujourd'hui qui est important, qui m'a permis de développer encore plus mon réseau que ce qui se passait avant et depuis la JDA, j'ai eu l'occasion du coup de rebondir dans d'autres clubs et donc aujourd'hui je suis speaker résident sur 2 clubs de première division en France, du coup sur l'élan Chalon, donc à plus près de Dijon, mais il faut pas le dire trop fort ici. Oui, ce que j'allais dire, et du coup sur la SIG Strasbourg. Donc effectivement un programme qui est toujours bien occupé, mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Donc tes 2 activités principales, ce sont d'abord Vitis Immobilier. D'abord et surtout. Parce que c'est, on va dire, les 2 tiers, les 3 quarts même de ta semaine. Et ensuite, le week-end, quand il y a des matchs, c'est aller faire le speaker sur ces rencontres-là. Exactement. Et tu dors ? Je suis un gros dormeur. Et ça, c'est incroyable. Tous les gens qui travaillent beaucoup dorment beaucoup. Et tu te dis, comment font-ils ? Je suis un gros dormeur, mais si tu veux savoir tout, je ne prends jamais de rendez-vous avant 9h. Voilà. D'accord. Ne cherche pas à m'appeler avant 8h du matin ou même 8h30 souvent, puisque je ne répondrai pas. Donc je peux être très productif dans la journée, mais je ne suis pas du matin du tout. D'accord. Du tout. J'ai besoin de mes heures de sommeil. Pour revenir à Vitis Immobilier, c'est quoi les défis que tu as rencontrés pour monter Vitis Immobilier du coup ? T'en as eu forcément ? Et j'en ai eu plein. Moi j'ai démarré l'immobilier, je suis passé par la petite porte puisque j'ai démarré sous le statut d'agent commercial, donc je dépendais d'une agence. Ouais. Je suis ensuite parti dans un réseau de mandataires, donc dans un réseau national, je travaillais de chez moi, donc encore plus dur. Puisque tu dois te lever le matin et tu dois te motiver à aller bosser. C'est comme du télétravail, qu'est-ce qui est dur ? C'est du travail tous les jours, mais sauf qu'il n'y a pas de donneur d'ordre en face. Donc en fait, si tu bosses pas, tu gagnes 0. Okay, voilà, c'est l'avantage et l'inconvénient de notre métier, c'est qu'on est payé à la commission. Donc côté client, l'avantage c'est qu'on est rémunéré à sa satisfaction. Par contre, nous, si on bosse pas, il y a rien quoi. Voilà, c'est un petit peu. Donc ça a été très formateur pour moi. J'ai adoré. Il y a pas de question. Et j'ai eu l'occasion du coup de pouvoir grandir avec cette création de Vitis Immobilier en août 2020. Je me suis installé. Attends, ça a déjà 3 ans ? Ça a déjà 3 ans. 3 ans déjà, et on s'est installé ici en octobre 2021. Voilà. D'accord. Donc c'est le locaux qui était déjà une ancienne agence immobilière. On est à l'angle de la rue Janin, la rue Vannerie. Pour les Dijonnais, c'est les anciens locaux des Compagnons du Devoir. D'accord. C'est pour ça qu'on a une porte vraiment en bois avec une architecture particulière. Super belle. T'as eu raison de la garder. Hein. Avant, c'était les Compagnons du Devoir qui étaient ici. Ils avaient tout le derrière, etc. On a toujours d'ailleurs la Fédération du bâtiment qui est un petit peu plus haut. Et donc on a repris leurs locaux, qui étaient déjà une agence immobilière avant, mais nous on a pris le relais du coup en 2021. Et j'ai eu l'occasion du coup de développer une deuxième agence depuis le mois de janvier 2023 sur la commune de Longwy. Donc une nouvelle évolution. Moi l'idée elle était assez simple. Je m'épanouissais professionnellement parlant en tant qu'indépendant, mais j'avais envie de faire à ma sauce, très clairement. Et il y avait beaucoup de choses que je n'appréciais pas puisque je ne concevais pas de les faire de cette manière-là. Parce qu'en fait tu es en train de m'expliquer que dans les agences immobilières, chacun fait à sa façon, avec un but principal évidemment, c'est que la personne qui va acheter ou louer un appartement ou une maison soit contente. Mais après la façon d'y arriver,
Chacun fait comme il veut. Ça n'a rien à voir. L'avantage dans l'immobilier, c'est qu'on fait tous le même métier, mais chacun va avoir sa plus-value à apporter. J'en parlais tout à l'heure et pour moi, c'est super important. C'est-à-dire que on fait tous la même chose, mais la question fondamentale, et moi celle que j'attends, c'est pourquoi moi plutôt qu'un autre. Et c'est à partir de ce moment-là où on va pouvoir très clairement accompagner le client correctement, puisqu'on a tous les mêmes outils. Il faut dire aujourd'hui, voilà, on n'a pas inventé l'eau chaude, qu'on soit bien d'accord. On fait la même chose. Par contre, le service qu'on va apporter est différent. Et moi, c'est vraiment celui que j'ai souhaité mettre en place quand j'ai monté ma structure. C'était premièrement créer une enseigne locale et non pas une multinationale ou une franchise nationale. Pourquoi ? Puisque on a une liberté qui est beaucoup plus importante et je peux développer comme je le vois. Donc si tu développes encore Vitis Immobilier, tu vas t'implanter aux alentours de Dijon et du Grand Dijon, dans un premier temps. Il n'y a pas d'objectif à aller vraiment au-delà, c'est vraiment de travailler le local, puisque moi ça a toujours été ma force de travailler près de chez moi. Et aujourd'hui, pour moi, un bon négociateur immobilier, il doit travailler là où il habite. Parce qu'à partir du moment où tu vas dans un secteur qui n'est pas le tien, il est difficile de connaître le marché. Et c'est cet avantage-là, nous, qu'on a d'être assez étiqueté en termes d'emplacement, que ce soit à Longwy ou à Dijon, puisqu'on va vraiment travailler sur cette métropole-là et on ne va pas aller au-delà. Mais c'est tentant. C'est tentant. C'est tentant, mais on va y aller frustrant même. Étape par étape. Oui, moi je suis quelqu'un qui aimerait aller très vite. Est-ce que être jeune pose pas problème justement dans tes embauches, tes entretiens, la façon que tu as de voir la vision de l'entreprise? Parce que j'imagine, peut-être que je me trompe, mais les gens que tu emploies sont plus vieux que toi. Ça pose pas de soucis. Dans 90% des cas. Alors ça pose beaucoup moins de soucis que les personnes de mon âge. Parce que la différence qu'il va y avoir, c'est que les personnes de mon âge vont se positionner comme si on était potes, plutôt que si on était une relation employeur-employé. Et cette difficulté-là, elle est très difficile. Et je sais que moi, aujourd'hui, la seule solution efficace que j'ai réussi à mettre en place, c'est soit le vouvoiement, soit le tutoiement professionnel. Parce que sinon, on part dans pas dans du copinage, mais presque. Parce que c'est tellement tentant. Comme on a quasiment le même âge, les mêmes centres d'intérêt, etc. On va faire. Et alors moi, je suis quelqu'un de très sympa, y compris avec mes collaborateurs. Ils se vendent bien. Non, mais je suis un mec très cool. C'est pas la question, mais pour autant, il y a ce côté pro qui est important. Il y a une barrière à pas franchir. Il faut la mettre. Il y a des attentes. Et moi aujourd'hui, mon jeune âge a toujours été une force. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de rien. C'est un peu l'avantage. J'ai pas d'enfants à nourrir à la maison. Non mais je raisonne pas encore en père de famille. Et ça, je pense que c'est toute la différence des personnes qui souhaitent se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, qui disent je vais me mettre, même ça va pas me coûter cher, je vais me mettre en statut d'auto-entrepreneur. Mais attends, je vais sortir du salariat, si je gagne rien, je fais comment ? Moi, j'avais un peu cette chance-là, ou en tout cas, je me suis donné les moyens de me dire, il faut aller chercher un minimum, mais dans le pire des cas, derrière toi, t'as personne à nourrir. C'est pas faux. Donc c'est surtout la difficulté, encore plus avec les conjonctures qu'on traverse, de se dire est-ce qu'on est sûr de gagner notre vie et de pouvoir manger à la fin du mois, payer les crédits immobiliers, l'électricité, etc. C'est le cas de beaucoup de gens qui sont passés dans ce podcast, mais qui ont cette problématique, c'est-à-dire qu'ils ont une activité, un CDI à part entière qui leur prend un temps certain, parfois à mi-temps, parfois à plein temps, et en parallèle, ils ont créé une micro-entreprise ou une entreprise. Et du coup, faire le switch et se dire je lâche mon CDI, je lâche tous les avantages de mon entreprise et je bascule sur une entreprise. Alors certes que j'ai créé une structure que j'aime et que j'ai envie de porter et amener très loin, c'est vrai que ça peut être un peu casse-gueule et ça peut être très flippant. Donc c'est une peur que toi, tu n'as pas des masses, quoi. Non, moi je l'ai pas du tout. Et je conseille pas de l'avoir parce que y a vouloir et pouvoir, et si on donne les moyens de réussir. Toi, par exemple, tu ne redeviendrais pas salarié. Jamais. Jamais. Et tu vois, le discours que tu me fais partager là, des témoignages, ce qui me dérange, c'est que ces personnes-là sont capables de dire que la meilleure posture, c'est celle de l'entrepreneur. Donc non, c'est un pas à franchir. Est-ce que tu crois que plus tu attends, plus c'est compliqué ? Plus tu attends, moins tu iras. Parce qu'il y a tellement de facteurs qui se rajoutent que forcément tu reviens en arrière et tu te dis oui, mais il y a aussi ça et j'ai pas pensé à ça et j'ai pas pensé à ça. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi, alors raisonnablement, mais c'est foncer. Parce que qui ne tente rien n'a rien, et à un moment donné, il faut réussir à percer. L'entrepreneur doit se dire il doit se lancer dans le vide. Faut y aller, quoi.
il doit se lancer dans le vide. Il faut essayer. De toute façon, quand on monte une entreprise, on investit, on peut aller solliciter des prêts bancaires. Dans tous les cas, on prend un risque. Il y a un risque à prendre. Il y a un risque à prendre et je pense que c'est la richesse de ce risque qui fait l'épanouissement qu'on aura derrière et la richesse de l'entrepreneuriat aussi. Il n'y a rien d'écrit. Je ne sais pas si au moment où tu diffuseras ce podcast-là, je serai encore là ou si l'entreprise est liquidée. Écoute, j'espère. Non mais c'est l'avantage et le risque de l'entrepreneuriat aussi, c'est qu'on ne sait pas de quoi il fait demain et on ne savait pas de quoi était fait hier. Alors qu'être en salariat, évidemment, c'est le confort. Et dans 10 ans, on sait où on est. Ça devrait être cool. On sait sur quel indice on aura augmenté notre salaire ou on l'aura diminué. Donc c'est différent. C'est deux perspectives qui sont différentes. Mais à contrario, tu emploies des gens qui sont tes salariés du coup. Qui sont donc mes salariés. Donc il faut que tu arrives à leur faire comprendre que toi, tu portes un projet qui peut se fracasser. Parce qu'on parle souvent des patrons comme des gens qui se goinfrent comme des truies. Alors qu'en fait, c'est eux qui portent les projets et qui les font grandir et qui prennent le maximum de risques. Dis-moi si je me trompe. C'est eux qui prennent tous les risques, c'est eux qui font 70 à 80 heures par semaine. On fait une multitude de choses. Alors, on n'est pas à plaindre. Oui et non. Parce qu'en fait, mais il faut le prendre en compte et le concevoir. Si demain l'entrepreneur gagne bien sa vie, c'est qu'il s'est donné les moyens d'en arriver là. Et il faut bien se dire que les 3 premières années d'une entreprise, on roule pas sur l'or. C'est-à-dire que très peu d'entreprises, les premières années, font des bénéfices. C'est-à-dire que pendant 3 ans, l'entrepreneur, soit il est rémunéré les 2 premières années, grosso modo, ça se passe souvent comme ça. Quand on parle avec des amis entrepreneurs qui montent leur boîte, ils sont rémunérés les 2 premières années par Pôle emploi et ensuite ils arrivent seulement à se rémunérer par leur entreprise. Donc il faut bien se dire que... Ou alors ils déposent le bilan. Oui, dépose le bilan. Mais on va pas dire demain on monte une boîte et au bout d'un mois je vais me payer. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Et souvent... C'est peut-être pour ça aussi que les gens ont des doubles activités. Et souvent, et c'est là où c'est le plus drôle, si on peut dire comme ça, c'est le plus grotesque en tout cas, c'est que on va payer les salariés et on se paiera pas nous-mêmes. Et ça, c'est 90% des cas où on les paye mieux que nous. Parce que c'est comme ça. Justement, tiens, en parlant de tes salariés, comment tu as construit ton équipe ? Alors moi, j'ai fait un choix qui était assez simple, c'est qu'au début, je voulais être tout seul. Développer la structure correctement avant d'accueillir des collaborateurs. C'est-à-dire que je voulais pas faire l'erreur où donne pas de nom, j'avais pu passer dans d'autres boîtes, mais pas forcément dans ces domaines-là. Mais en tout cas, dans si tu veux en donner, tu peux en donner. Non, dans l'immobilier, c'est pas coupé. Où le directeur d'agence n'était pas capable d'accompagner ses négociateurs, les outils n'étaient pas performants, le directeur d'agence était déconnecté du terrain parce que il faisait uniquement de la direction et puis forcément du terrain. Et je voulais pas reproduire ça, qui était la justification de pourquoi j'avais monté ma structure pour faire quelque chose de différent. C'est-à-dire en ouvrant une agence, en recrutant plein de gens et derrière en ne sachant pas les accompagner. Est-ce que j'ouvre une parenthèse du coup, mais est-ce que tu es d'accord avec cette phrase qui dit le patron doit savoir faire tous les jobs de la boîte? Alors moi j'y étais confronté puisque j'ai 1000 idées à la minute, si tu n'avais pas encore compris. Il y a plein de domaines d'activité mais qui n'ont rien à voir, qui me sont passés en tête. Et à chaque fois que j'emmenais le projet, le fonds de commerce que je voulais racheter d'une entreprise à mon comptable, il me disait mais Sabri, si demain votre pizzaiolo, votre esthéticienne elle est tu voulais te lancer dans l'esthéticienne ou la pizzeria. T'étais parti pour épiler des gens. On avait parlé des super distributeurs. On allait manger à l'époque du milieu associatif à des distributeurs de pizza et j'avais trouvé l'idée géniale. Mais alors depuis, il y en a partout. Non, mais c'est vrai. Et en fait, c'est quelque chose de tout bête et c'est là que j'ai compris réellement les choses et je me suis vraiment recentré sur mes activités. C'est que si tu n'es pas capable de faire la même chose que ton salarié, premièrement, ça va être difficile quand de il faire est malade tenir ta boîte. Et ensuite, tu peux pas savoir si ça se passe bien ou pas bien parce que tu sais pas faire. Et on parle même pas quand il est malade ou quand il est en congé. Il faut savoir le remplacer. Voilà. Donc oui, bien évidemment, le chef d'entreprise est un véritable couteau suisse. Il doit être ce couteau suisse et il doit tout faire avant les autres. Et moi, c'est vraiment dans ce schéma-là que j'ai souhaité prendre, c'est-à-dire développer un petit au départ. Même si je me considère pas grand aujourd'hui et je souhaite pas le devenir, mais en tout cas vraiment toujours avoir cette qualité plutôt que cette quantité. C'est marrant parce que t'es ambitieux, mais à côté de ça, tu le dis, et t'as raison de le dire, en tant qu'entrepreneur, c'est normal, mais à côté de ça, tu te dis, j'ai envie de grandir, mais pas autant que ça. Alors que ça serait quand même le but de Vitis Immobilier, à un moment donné, de se dire, peut-être même devenir une franchise. Oui et non, puisqu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la bonne recette sur Marmiton pour faire qualité et quantité. Qualité et quantité, c'est difficile de trouver le juste milieu. Et aujourd'hui, je vois de nombreux confrères, etc. Et je respecte, c'est leur politique. Mais moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'accompagner mes clients comme je les accompagne aujourd'hui parce que ces clients-là me font confiance. Parce que... Il y a de l'humain là-dedans, il y a de l'humain. Non, mais c'est quelque chose d'important. Moi, je me construis dans l'immobilier par la relation humaine. Parce qu'on le disait tout à l'heure, pourquoi moi plutôt qu'un autre? C'est le seul intérêt qu'on a parce que les produits, que ce soit en transac, en gestion locative, etc., ils sont les mêmes.
Voilà, on a les mêmes assurances ou presque, les mêmes prix ou presque. Donc, il n'y a pas grand-chose qui diffère, sauf l'accompagnement. Et à partir du moment où je ne serai plus capable d'accompagner correctement mes clients, ou que mes collaborateurs sont plus capables d'accompagner comme on le veut nos clients, là, je pense que ça sera la barre à dire. C'est soit il faut vraiment recruter davantage, soit il faut savoir dire stop, c'est-à-dire limiter et continuer à faire de la qualité. On travaille pas la chaîne, on n'est pas une multinationale, on va pas faire du one shot, on travaille sur la relation de durée avec nos clients. Notre conseil, il est gratuit, on les aide et même s'il y a rien au bout, c'est pas grave, ils pourront nous recommander. Ouais. Plutôt que de dire on va facturer ou on n'ira pas. Non, parce que c'est là aussi le marketing de réseau, la recommandation, les avis Google, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Et moi, cette relation humaine qu'on va avoir avec les clients, ce partage d'expérience aussi dans l'immobilier, parce qu'ils sont un peu perdus, ils ont besoin d'être accompagnés. Moi, c'était vraiment de ramener de la transparence et de l'accompagnement, vraiment un service 5 étoiles. Et moi, c'est vraiment ce que je milite au quotidien, c'est ce service 5 étoiles. Justement, tu as un peu anticipé ma question, c'est de savoir, c'est quoi tes perspectives à court, moyen et long terme là? Moi, l'axe principal qu'on a développé depuis maintenant 1 an, on a ajouté à la vente, l'achat-vente que tout le monde voit, que tout le monde voit à la télé pour l'immobilier et parce que tu as vraiment l'impression catégorisé à la transaction. Tout le monde gagne énormément d'argent dans l'immobilier en fait. Ce qui a peut-être été le cas il y a quelques années avec le Covid, enfin en tout cas peut-être l'après-Covid. Il y a peut-être une bulle vraiment qui a été très intense avec des prix démentiels, des taux d'intérêt qui étaient super bas. C'est sûr que les 2 dernières années dans l'immobilier ont été très propices et les personnes qui ont démarré à ce moment-là aujourd'hui malheureusement ont du mal à survivre parce que elles ont manqué d'accompagnement et c'était de l'immobilier facile entre guillemets si on peut dire comme ça. Même parce que les biens se vendaient extrêmement vite et exactement, on avait peu de plus-value à apporter, peu de connaissances à avoir, on pouvait le faire de manière assez simple et c'est moi la richesse que j'ai aussi dans l'accompagnement de mes collaborateurs aujourd'hui et que je veux faire, c'est même ceux qui ont commencé après, c'est de leur faire comprendre la réalité du marché. Et aujourd'hui, je pense que les personnes qui se lancent dans l'immobilier et qui sont mal accompagnées, c'est le problème. On pourrait être encore plus nombreux, c'est pas problématique. On a l'impression qu'on est très 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 nombreux. C'est l'impression, ce que j'allais dire, c'est est-ce qu'il y a autant de biens que ça? Tu dis, il y en a. Non, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en double activité, qui vont bosser à la SNCF la journée et qui vont être négociateurs immobiliers le soir. Mais l'immobilier, c'est un métier à part entière. Et quand on veut le faire correctement, c'est quelque chose d'important. Il faut le faire à 100%. C'est quelque chose qu'il faut développer sur le long terme. L'immobilier, c'est comme une entreprise, ça se crée pas du jour au lendemain, on crée pas notre portefeuille du jour au lendemain et il y a une récurrence à mettre en place aussi. En gros, à long terme, sur le long terme, du coup, tu vas faire quoi? L'idée, c'est de grandir encore, je pense, en agence, sur le Dijon, département ou la région. Plus large encore, ok. Oui, je me ferme pas à la région, je me ferme pas du tout à la région. Pas à la France. Pas à la France pour l'instant. Non, il y a de la place. Une adresse au soleil peut être sympa, mais j'aurais pas le temps d'y aller dans tous les cas. Non. Je souhaite rester dans un premier temps vraiment sur le côté local de la Côte d'Or. Je m'écarte pas de grandir. Après, dans les perspectives d'évolution aussi, c'est la tendance actuelle. On a énormément de demandes, c'est de développer un service conciergerie pour tout ce qui est location saisonnière, Airbnb. En fait, tu gères tout. Exactement. Okay. Aujourd'hui, de plus en plus d'agences immobilières développent ce service-là. J'aurais pu déjà le développer. Donc l'idée c'est de pouvoir proposer, moi l'intérêt c'est vraiment de pouvoir proposer un accompagnement 360 et je pense que la finalité de ce que je veux mettre en place c'est de pouvoir intervenir dans l'ensemble des secteurs et pas forcément que l'immobilier mais tout ce qui gravite autour de notre agence et tous les prestataires qu'on va commander au quotidien, de pouvoir proposer ce service en interne, ce qui nous assure la disponibilité et surtout la satisfaction du client parce que ça reste sur le même interlocuteur. Il y a encore de belles choses à faire pour Vitis Immobilier. Il y a plein de choses à faire dans l'immobilier. Je parle de Vitis Immobilier, t'as remarqué? Dans Vitis, il y a plein de choses à faire. Pas d'immobilier large. Non, et pareil, il y a un domaine où on ne s'est pas attelé encore, c'est la partie syndic de copropriété. Et je sais que le jour où je m'ennuie, il y a encore un beau chemin à parcourir de ce côté-là, puisque de nombreuses personnes sont insatisfaites de leur syndic d'immeuble. Ça, c'est quand même incroyable en fait. C'est ces immeubles, etc. Oui, pour être plus clair, qui ont des syndics et ils en sont pas contents. Barrez-vous. C'est ça. Pourquoi vous restez changés? Après, il faut bien dire et ça, cette phrase-là, j'ai toujours bien retenu. On ne peut pas être apprécié à partir du moment où on collecte de l'argent et on le redistribue pas. Depuis que tu as lancé Vitis ou même avant sur tes autres carrières, radio ou autre, est-ce que tu as un souvenir marquant de un truc vraiment qui t'a marqué où tu dis ça je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma vie? Je pense que j'en ai encore plein qui vont arriver ensuite. Oui, mais là je te demande ce qui s'est déjà passé pour le coup. Un truc gratifiant dans ton parcours d'entrepreneur. Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai effectivement eu mon premier collaborateur. Ah, tu dis collaborateur? Oui. T'as raison. J'aime bien dire collaborateur. C'est plus joli que salarié. Ce qui m'a le plus touché, c'est de dire il y a un client qui rentre, et c'était le 2e jour où elle était là, et je dis je vous présente ma collaboratrice. Et là, c'est de se dire en fait, tu vois, t'arrives à développer au fur et à mesure et t'es plus tout seul.
Ça paraît bête. Mais ça t'a un peu soulagé aussi d'avoir quelqu'un aussi, j'imagine. Oui. Après, je crois que ce qui m'a le plus satisfait personnellement jusqu'à aujourd'hui, c'est le jour où j'étais en face là sur le trottoir et que l'AVS pour le coup pose Et l'enseigne. t'es en train de le faire. Ah, c'est un peu ton Olympia à toi. Ouais, non mais c'est bête, mais tu vois ton nom de ton entreprise être posé sur et tu te dis tiens, je vais plus travailler de chez moi, je vais plus être dans un boui-boui, je vais être dans un carrefour où il y a du monde qui passe, dans un angle stratégique et en fait il y a de la lumière, c'est chez moi. Ça paraît bête, mais en fait voilà. Et je pense que le pire cauchemar qu'on pourrait avoir, c'est de voir décrocher cette enseigne-là. Ça allait être ma deuxième question. Le plus dur à surmonter, en fait, le truc le plus compliqué que tu as eu à vivre depuis que tu es entrepreneur. Se séparer d'un collaborateur. Se séparer d'un collaborateur, il faut dire qu'aujourd'hui, moi en fait, j'étais un peu le jeune naïf en disant mais non, c'est facile de recruter, il y a plein de gens, je pense que vous n'allez pas les chercher au bon endroit, il faut arrêter, il y a plein de gens motivés, moi j'ai plein d'amis qui cherchent du boulot. Faut juste traverser la rue, pareil. Ouais, pardon. Et en fait, non. Je me suis confronté à tout ça, alors j'ai pris des cabinets de recrutement, j'ai tout essayé. Hein. Mais effectivement, c'était la galère. Ouais. Voilà, la grosse galère. Alors comment on fait ? Et moi jusqu'à aujourd'hui, je recrute que sur du réseau. Ok. Et comment on fait pour se séparer du coup de quelqu'un ? Ah, comment on fait pour se séparer ? Parce que du coup, si tu recrutes quelqu'un sur un réseau, c'est-à-dire qu'il y a des connaissances, qu'il y a des liens qui se sont tissés ou qui sont autour en fait de cette personne, mine de rien. Oui, après. Ça devient compliqué. Moi je le dis souvent. Malheureusement, on n'est pas là pour créer de l'emploi en France. On est là avant tout pour faire tourner l'entreprise, qu'elle soit viable. Donc il y a des choix stratégiques qui doivent être faits à un moment donné. Donc c'est jamais plaisant de se séparer de quelqu'un. Mais à partir du moment où la personne ne correspond pas, ou elle ne s'investit pas, ou elle n'est pas heureuse, parce que c'est pas toujours du côté de l'employeur non plus, ça fait jamais plaisir de se séparer de quelqu'un. Et je pense que c'est le travail le plus ingrat qu'on a dans notre métier. Mais malheureusement il faut le faire. Et pas plus tard que la semaine dernière, je parlais avec un ami, j'étais jeune avec lui, chef d'entreprise, et qui devait se séparer d'un collaborateur. Et il me dit non, mais sa boîte a 12 ans, sauf qu'il a toujours été tout seul. Il a ses 2 premiers collaborateurs qui sont arrivés il y a 1 an, et il y en a un il doit s'en séparer, sauf qu'il était incapable de le faire. Ouais. Et je dis malheureusement il faut penser à ce que tu as construit aussi depuis le début, et que il faut continuer à avancer, et il faut pas non plus qu'ils salissent ton image, parce que c'est quand on garde des personnes qui n'ont plus envie de bosser dans la boîte, c'est jamais productif, mais pour personne. Moi à partir du moment où j'avais plus la patate à aller au boulot le matin, où j'y allais avec une boule au ventre, il faut arrêter. Ouais, t'es parti. Ça sert à rien. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Je vais pas rester pour rester. Donc oui, effectivement, séparer d'un collaborateur, pour moi, c'est le truc le plus dur. Ouais, c'est quelque chose qui était difficile. Pour le coup, j'étais pas satisfait de ses services. Ça correspondait pas. Et pour autant, c'était un poste administratif, donc on n'était pas spécifique à de l'immobilier. Donc c'est quelque chose qui était un peu passe-partout partout. Mais difficile. Et j'ai renoncé du coup à recruter sur ce poste-là, ne trouvant pas, ayant essuyé 2 échecs. Ah ouais, 2 fois. Ok. Ouais. J'ai dit stop. J'ai dit ça sera pour plus tard. Mais du coup, comment tu fais ? Du coup, je dors un petit peu moins. Tu fais toi ? Oui, du coup, j'ai repris. J'ai repris la vie d'entrepreneur, ouais. Qui m'excite absolument pas, parce que et c'est un métier à part entière, mais moi aujourd'hui je préfère aller sur le terrain que faire de l'administratif. Ouais, j'avoue. Il y a des personnes qui me diraient non, je vais surtout pas avoir un client, j'ai peur, moi je préfère rester là, répondre au téléphone, etc. Mais moi c'est pas les cas. Ouais, toi c'est l'inverse. Donc voilà, donc oui, non, malheureusement la vie d'un entrepreneur, il n'y a pas que des bons côtés. Et encore, moi je touche du bois pour l'instant, j'ai pas eu de difficultés financières à traverser, parce que j'étais avec un avocat d'affaires ce matin, je récupérais des clés sur un local qui a été liquidé, qu'on a en gestion locative, donc on a récupéré les clés du mandataire pour remettre en location. Ouais. Et il me dit malheureusement il y a de plus en plus de liquidations. Il dit on n'en a jamais vu autant qu'en ce moment, et c'est juste horrible. Je vais pas donner d'exemple, mais c'est vrai qu'il y a certaines rues dans Dijon, tu passes, tu dis ça a déjà fermé. Mais des pharmacies, il y a des pharmacies à Dijon qui ont liquidé. Ça paraît bête, mais on se dit c'est des institutions qui ne peuvent pas fermer. Si, aujourd'hui c'est même possible. Une pharmacie, ouais. Ouais, c'est possible. C'est incroyable. Justement, tiens, tu en parlais. Est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs entrepreneurs qui ont envie de se lancer ? Pour moi, la recette la plus importante, en tout cas c'est celle qu'on m'a inculquée et celle que j'applique et que je valide, c'est qu'il faut être bien entouré. C'est comme dans la vie. Voilà. On le sait, il faut être bien entouré au quotidien, et dans le monde professionnel c'est pareil. Il faut un bon banquier, il faut un bon expert comptable pour les bons chiffres, un bon avocat. Il faut un bon avocat. Non mais c'est vrai, c'est bête, mais l'avocat il est pas là quand il y a des litiges en fait. Pas que, il est là aussi pour conseiller sur le démarrage d'activité, sur les perspectives, là où on peut avoir un problème, t'expliquer, te protéger et te montrer les difficultés. En fait, il y a un rôle de conseil avant de défendre juridiquement. Ouais. Et souvent, c'est un peu comme le médecin, c'est qu'on est vraiment malade, on y va, on dit voilà, ça c'est 15
15 jours. C'est vrai que l'avocat, souvent, tu y vas au dernier moment où tu dis, bon, voilà. C'est ça, il faut y aller. Ouais. Donc, il faut, dans l'ensemble des corps qui gravitent autour de l'entreprise qu'on veut, et surtout écouter les autres. Se nourrir des conseils qu'on peut te donner, Ouais. les autres entrepreneurs qui t'en donnent. C'est Et ça. justement, est-ce qu'ils te donnent pas plus de conseils parce que tu es jeune? Si, plus facilement. Ouais. Plus facilement, mais dans d'autres secteurs d'activité où il n'y a pas forcément de concurrence. Mais oui, puisqu'on va essayer plus de m'aider, même s'ils voient que... Pas trop besoin. Non, mais Ça va. pour autant, je vais avoir les dents longues comme si j'avais 40 ans, parce que voilà, j'ai le même engouement et j'ai même plus de dynamisme et j'ai vraiment envie. Donc, j'attends pas forcément ça. Et pour autant, j'attends d'être traité de la même manière que celui qui a 40 ans de boutique. Compliqué, ça. Parce qu'on fait le même métier. Ouais. Au final, je vais prendre le même pourcentage d'honoraires. Tout est pareil. Donc, t'as 10 ans, 15 ans de moins. C'est ça. Et beaucoup plus d'énergie, du coup. Oui, Mais certains peuvent te dire, mais moins d'expérience. peut-être. Mais cette expérience, il faut venir la combler aussi et en accroître encore plus. D'où l'importance d'être sur le terrain. Est-ce que t'as une anecdote intéressante ou amusante qui est liée à Vitis Immobilier? À notre métier, à Vitis Immobilier. Je vais te sortir quand même une histoire, moi, qui m'a plutôt perturbé et pas fait rire. Je t'en donnerai une qui fait rire ensuite. On rentre un locataire un premier du mois. D'accord? Locataire, tout se passe bien, il nous dépose son dossier, on fait son état des lieux, c'est génial. Voilà. Super locataire, super sympa. Premier jour, problème de chaudière, il est réglé, super content. Et au bout de 2 semaines, ses chèques reviennent en impayés. Ok. Donc on le contacte, rien. Et en fait, cette personne-là avait disparu. Et un jour, on reçoit en recommandé dans la boîte aux lettres ses clés. Ok. Ah, quand tu dis disparu, c'est-à-dire qu'il n'existait plus, quoi. Ah, il n'existait plus. Et on a reçu ces lettres en retour. Donc tu dois aller faire venir un huissier pour constater qu'il est parti ceci. Et en fait, il y a des trucs des fois que tu ne réfléchis pas parce que toi tu ne le conçois pas. Nous on flippe de faire un état des lieux de sortie s'ils vont nous garder de l'argent sur notre caution, sur machin, sur truc. Et en fait, il y a des personnes qui... On est vraiment dans un monde de consommation sur certains trucs et des fois t'es sur le cul, quoi. Mais tu penses que le but de cette personne, c'était vraiment de disparaître et de partir ailleurs, ou Ah ouais, il est parti ailleurs, mais Ah ouais. c'est pas grave. Donc il a laissé sa caution, tout. Ouais, il a fait son Airbnb pendant 20 jours et puis il est parti, quoi. Et en visite, il y a une visite qui m'a fait rire. C'est un couple qui visite avec sa fille et vraiment le monsieur pas sympa. Et on fait le tour, mais express en 5 minutes. C'est une grande maison. En 5 minutes, une grande maison, bah, dis donc. Une grande maison. Et en fait, j'avais envie de lui dire, mais en fait, si tu te fais chier, tu me le dis tout de Passons suite. à autre chose. Voilà, on perd pas notre temps. Ton temps est précieux, le mien aussi, etc. Et la personne, en sortant, elle sort, etc. Elle lance un regard à sa femme au bout de 5 minutes, mais on avait fait un tour express. On vous fait une offre prix. Et là, en fait, j'étais en mode, mais ça marche pas comme ça, attendez. Et en fait, souvent, on va. Il a eu un coup de cœur. Ouais, il a eu un coup de cœur. En fait, ils avaient déjà d'avance décidé que ça sera celle-là et pas une autre. Et souvent, et ça, c'est quelque chose d'important, et peu importe le métier qu'on fait, souvent on se dit, il a une grosse voiture, il a les moyens. Ouais, ça c'est. Ou il est resté pendant 1 heure, ou il a fait 8 contre-visites, il va acheter. Ou il a 15 boîtes, donc c'est un millionnaire. Ça va bien. Non, mais c'est ça. Et jamais se fie à ça. Parce que ça veut L'habit rien- ne fait pas le Non, moine. mais ça veut rien dire. J'ai des clients qui achetaient des maisons à 600 000 euros qui arrivaient en tongs et en short. Mais Et- des belles et- tongs. Des très belles tongs. Ah oui. Ah oui. Non, mais aujourd'hui, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que bien que l'argent soit tabou en France, il faut le dire quand même, hein, gagner sa vie en France, c'est souvent compliqué de parler d'argent de manière générale. Ouais. Bien qu'aujourd'hui, on voit quand même que globalement, dans les métiers, il y a quand même des augmentations de salaire. Il y a l'inflation, mais il y a quand même des augmentations de salaire. Moi, j'ai vu il y a 3 ans quand j'ai monté et aujourd'hui, le SMIC n'est plus à la même hauteur. Ouais. Et entre mon premier poste de salarié et aujourd'hui, c'est Du coup, t'as augmenté tes salariés, tes collaborateurs. ils ont une très bonne convention collective. En plus, ils sont rémunérés sur 13 mois. Donc oui, non. Et même sur les indépendants, sur les agents commerciaux, le commissionnement de base n'a plus rien à voir aujourd'hui avec l'arrivée notamment de la concurrence des réseaux de mandataires où les pourcentages sont plus élevés. On est obligé de trouver un juste milieu, de s'adapter pour rester dans la course. Et voilà, après, on a des arguments chocs qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Et c'est là-dessus qu'on va faire la différence. On va terminer avec 15 questions pour mieux te connaître. Faut essayer de répondre du tac au tac. T'es prêt? C'est quoi ta couleur préférée? Le bleu, Ton plat préféré? la lasagne, Ton pays préféré? Pour des vacances ou pour un jour peut-être aller vivre? l'Espagne, Pas mal, pourquoi la paella? le soleil, la mer. Il y a du soleil partout ailleurs. Non, oui, c'est la c'est- proximité géographique aussi. C'est quoi ton film préféré? Film, série. C'est ma question d'après les séries. Donc commence d'abord par ton film. Mon film favori, c'est un film de gosse mais que j'adore. Il s'appelle Maman, j'ai raté l'avion. Voilà. Et ça, c'est un film culte, moi, que j'adore. Et il est Je excellent. suis capable de le regarder 10 fois. Et qui cartonne à chaque fois qu'il le repasse à la Exactement, non mais c'est la magie de ces trucs-là. télé. Comme les Louis de Funès. C'est assez impressionnant. Est-ce que t'as un animal préféré? Le chien,
Est-ce que tu as une émission de télé préférée? J'en ai plusieurs. Je zappe pas mal entre Touche pas à mon poste et Quotidien. Ah, t'as le temps de regarder la télé alors. Ta saison de l'année préférée? L'été. Est-ce que t'as un chiffre préféré ou porte-bonheur? Le 10. Tu me dis ça au hasard ou c'est vraiment? Je te sens pas... Qui vérifiera? Personne, t'as raison. Alors justement, ta série préférée? Une série que j'ai beaucoup aimée, La Casa des Papel. Est-ce que t'as une odeur préférée? L'odeur de la barbe à papa. La fête foraine. Cette odeur-là, tu vois, de... Le popcorn chaud, les gaufres, les chouchous, les chichis, tout ça. Ton réseau social préféré? Facebook, alors à titre perso, ça serait plus Insta, mais de manière générale, j'utilise beaucoup plus Facebook parce que c'est là où ma communauté pro est le plus présente. Ton acteur préféré? J'aime bien Dubosc. Est-ce qu'il y a un jour de la semaine que tu préfères? Le lundi. Parce que je bosse pas. Non, j'adore le lundi parce que tout démarre. Ouais. Tu démarres le lundi, tu sais pas de quoi est fait ta semaine. T'es reposé et là t'es d'attaque. Et en fait, l'avantage, c'est que comme moi, j'adore tous les jours de la semaine parce que c'est un plaisir de bosser. Et je le dis, je dis non mais c'est l'avantage quand t'aimes ce que tu fais, t'as pas de dire ouais vendredi on est en week-end bah c'est ce qu'on dit, choisissez un métier qui vous plaît comme ça vous aurez pas l'impression d'aller non mais bosser. c'est ça. Ouais. Et quand c'est vrai que c'est agréable. C'est pas que la pub. Hein. Est-ce que t'as une citation? Non. Un truc un mantra? D'un dauphin t'en fais pas un requin. Et ta chanson préférée? Et on termine là-dessus. Ah, moi je suis un grand sportif. Ouais, t'as compris que j'aime bien animer des matchs. Ah t'aimes bien le golf, ouais. J'aime bien le golf. Le mec a rien écouté du podcast. Donc je te dirais Gala avec Freeform Desire. Purée, ça c'est un choix. Ça tu le passes ça pour ambiancer le public? Bien sûr. Ça marche toujours. C'est quoi les chansons qui justement fonctionnent bien pour ambiancer les gens à part Gala et Freeform Desire? Sirtaki. C'est un groupe ou une chanson? Non, c'est une chanson. Ok. C'est une chanson vraiment qui est vraiment top. Et c'est vraiment un truc pour ambiancer les publics, ça, les gens. Okay. Ah ouais, non mais c'est un truc de dingue. Sirtaki, ok. T'as 100% de chance d'ambiancer. John Miles. Ouais, normal. Ouais. Ça c'est la base. Manière classique. Laola forcément avec. Et même t'as un super Armin van Buuren qu'ils ont sorti. tu vois, t'as plein de trucs. Avec une. Pourquoi tu m'as sorti Gala alors que t'as plein d'autres trucs? Non, il y en a plein. Non, en vrai c'est génial. Donc tu dois bien t'éclater quoi. Ah clairement. Tu prépares tes playlists et tout? Tout à l'avance. Tout à l'avance, mais avec une part d'improvisation bien évidemment. Bah ça toi. Non mais oui, moi c'est un plaisir. Et puis les gens ils viennent en famille, ils viennent s'éclater quoi. Ils viennent profiter d'un bon moment, ils viennent voir un match, mais il y a tout ce qui se passe autour du match et faire partie de ce process là et de contribuer à ça. Je trouve ça génial. Merci Sabri. Merci Romain pour ton invitation. C'était un plaisir. Podcast et compagnie à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.